tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Génération Technologique, votre rendez-vous un mercredi sur deux sur Dailymotion, YouTube, iTunes et bien sûr technologique.fr. Salut Benjamin. Salut Pierrick. Aujourd'hui on a mis les petits plats dans les grands, on reçoit Eric Boustouler de Microsoft, c'est plutôt lui d'ailleurs qui nous reçoit au siège de Microsoft dans un endroit absolument fabuleux. L'Explorer. Bonjour Eric Boustouler. Bonjour. Oui, vous êtes à l'Explorer. En fait, c'est un endroit tout à fait particulier. Je pense qu'il est unique en France, unique pour Microsoft dans le monde. C'est un loft numérique, voilà, au-dessus de Paris. On a toutes les dernières innovations. Elles sont réelles, elles sont en action. Et c'est ouvert un peu à tout le monde. Alors là, vous êtes des invités de marque, donc on est ravis de vous accueillir. Et je suis persuadé qu'on va parler de numérique. Voilà, évidemment, moi je resterai bien toute la soirée ici d'ailleurs. Et des téléviseurs, il n'y a pas de match de foot ce soir, mais on pourrait bien regarder la télé ici. Il y a Kinect pour jouer, il y a des PC, il y a vraiment tout pour la famille et pour travailler, pour s'amuser. Et puis une belle table devant toi, Benjamin. Absolument, hein, ça s'appelle Surface, je crois, Eric. Alors je suis étonné par un détail, c'est qu'on peut poser des verres dessus. Oui, parce que c'est vraiment une table, ouais. Mais c'est une table numérique, donc multitouch, et qui sert à la fois ici dans un salon, on pourrait jouer parce que, en gros, c'est ouvert à tous les développeurs d'applications, donc on peut imaginer une application de jeu, de cartes, de dames, mais peut-être aussi autour, je dirais, pour boire un pot entre amis. Mais c'est utilisé aussi sur le plan professionnel, hein, banque, assurance, dans le loisir, hôtellerie. Ce sont véritablement des tables tactiles qui vont servir à gagner des clients, à fidéliser des clientèles, à expliquer, à faire de la pédagogie sur un environnement qui est plus ludique, qui est plus intuitif. Voilà, donc ça c'est la table Surface. Après on va peut-être parler aussi de Windows Phone 7 ou de Windows 7, où on fait aussi beaucoup de multitouch. Je vous rassure, on est là surtout pour ça, effectivement, pour parler de la sortie. C'était le 21 octobre dernier des Windows Phone 7 en France, sortie évidemment très attendue par Microsoft et puis aussi par les amoureux des téléphones, parce qu'il y a quelques nouveautés qui vont arriver, quelques beaux produits. On en parlera justement dans le banc d'essai, Benjamin, avec Sofiane. Et oui, Sofiane Nouira, le rédacteur en chef de Mobile Magazine. Bonjour Sofiane. Bonjour Benjamin. Ravi de t'accueillir dans Génération Technologique. Merci d'être là. Alors justement, c'est une émission un peu spéciale Microsoft aujourd'hui. À une exception près, on va le voir dans quelques instants, Pierrick. Les premiers Windows Phone 7 arrivent. Donc, ils sont arrivés la semaine dernière, à la fin de la semaine. Et avec toi, on va voir quelle est la première offre disponible pour ceux qui veulent passer au système de Microsoft. Et tu verras qu'elle est assez riche. Riche. Alors, il y a 5 modèles, hein, je crois, 5 premiers modèles. Est-ce qu'il y a une grosse différence, sans dévoiler ce qu'on va dire tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une grosse différence d'un modèle à l'autre? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a de vraiment beaux téléphones avec Windows Mobile 7? Il y a tout ça à la fois. Bon, on verra ça avec toi. Évidemment, tu restes avec nous. Tu interviens quand tu veux et tu profites de cet endroit assez magique, puisqu'on est, Pierrick, on peut le dire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, on est au bord de la Seine avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Le Sacré-Cœur. On peut même aussi, voir le toit des Invalides. Non, de l'autre côté. Et la Défense, non, la Défense est là-bas. Je regardais la Défense, voilà. En fait. Et puis donc une vue magnifique sur la publicité murale, avec le HT7 Mozart avec Orange, donc pour l'annonce de Windows Phone qui peut être vue depuis le périphérique, bien encombré actuellement, mais périphérique pas encombré, ça serait pas le périphérique. Pierrick, peut-être un point pour dire que tous nos auditeurs et internautes, leur dire que c'est à la fois notre siège social, mais c'est vraiment un espace très ouvert. L'an dernier, ou sur les 12 derniers mois, on a accueilli ici près de 70 000 personnes. Sur les 12 mois qui viennent, on a l'ambition de passer à 100 000 et de continuer. C'est vraiment un carrefour du numérique pour tous nos utilisateurs, nos clients, nos partenaires, nos amis. L'idée, c'est vraiment de rencontrer, d'échanger sur le numérique. Voilà, donc, après, quand on monte ici, effectivement, au loft, c'est pour des événements un petit peu plus exceptionnels comme celui de ce soir. Mais vraiment, c'est vraiment pour tous ici, pour tous ceux qui aiment le numérique.
Et on va parler aussi, Benjamin, de Kinect, forcément, qui sortira le 10 novembre. Kinect, c'est ce nouveau système pour jouer sans manette. Une Avec innovation présentée en grande pompe, notamment à l'E3 à Los Angeles au mois de juin dernier. C'est ce qu'on appelait le projet Natal à l'époque. C'était Natal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à Kinect, parce que tu vois, j'y suis arrivé parce que j'aimais beaucoup le nom de projet Natal. Donc une véritable évolution, pour pas dire révolution là aussi, du jeu vidéo. Et puis Kinect, justement, que vous allez pouvoir tester en vrai, en grand et avant tout le monde, si vous êtes à Paris au Paris Games Week du 27 au 31 octobre. Eric Boussoulaire, c'est important qu'il y ait un tel événement aujourd'hui pour le jeu vidéo en France. Oui, il y a toujours eu des événements et des salons autour du jeu vidéo. Je pense que l'industrie a pris un peu son destin en main en France, sachant que la France est aussi le pays du jeu vidéo au niveau mondial. C'est un des grands pays leaders, avec des acteurs des jeux eux-mêmes. Et donc, c'était normal à Paris, aussi qui se veut être une ville numérique, eh bien, qu'on installe quelque chose dans le temps, dans la durée. Et nous, on est ravis de pouvoir y contribuer fortement cette année avec des innovations que vous avez citées, Kinect, mais aussi la dernière Xbox, et puis de nouveaux jeux, on va en parler peut-être tout à l'heure. On en parlera effectivement. On parlera programme aussi... chargé, Pierre. Oui, parce qu'il y aura aussi Georges Fornet, justement, le patron du CEL, qui travaille, lui, chez Sony, qui nous expliquera un petit peu tout ce qu'on va pouvoir voir durant les vacances de la Toussaint à Paris pour le Paris Games Week. Il fera aussi un petit point sur PlayStation Move et sur les sorties de Sony. Et puis, le Techno VIP, il est lié aussi à cette actualité du jeu vidéo. C'est Peggy Lundula, qui est un joueur de foot, Benjamin, toi qui es très doué avec le ballon rond, je le sais. T'as remarqué, hein. Il joue au PSG et il lance la fédération du Manifoot. Le Manifoot, c'est le jeu vidéo avec les mains et pas seulement pour ceux qui ont les pieds carrés, comme on dit. Ce sera aussi l'une des grandes attractions du Paris Games Week. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Voilà, Benji, chargé, hein. c'est parti. Pour tout vous dire, hier soir, ici, au même endroit, on avait l'équipe du Paris Saint-Germain qui était présente et qui s'essayait à Kinect et qui a passé une excellente soirée. Je suis à peu près sûr qu'ils seront dans de bonnes conditions pour leur prochain match. On aurait dû être là, Benjamin, tu vois. On aurait dû avancer d'une on ira au parc. Voilà, on ira au parc. Avant de retrouver dans quelques instants Eric Boussoulaire, Benjamin, on va en parler. On commence évidemment avec la grosse actualité tout de suite. L'autre grosse actualité qui concerne donc une pomme. Benjamin, c'était en fin de semaine dernière, la marque Apple avec quelques petites annonces. Et bien sûr, toi, tu ne pouvais pas passer à côté. Ah oui, je trouve que dans une émission consacrée quasiment exclusivement à Microsoft, c'est plutôt bien d'avoir une vraie actu Apple à vous raconter. Alors, c'était mercredi dernier, Pierrick, Steve Jobs avait convié la presse à l'un de ces événements spéciaux dont il a le secret. Alors, vous savez qu'avec Apple, il y a toujours un message dans les détails des invitations. L'invitation pour cet événement qui avait lieu mercredi, c'était un logo Apple découpé dans ce qui ressemblait à un pavé tactile. Et le logo était légèrement tourné, ce qui fait qu'on voyait ce qui se trouvait derrière le pavé tactile. Et dans cet entrebâillement, on distinguait la tête d'un lion. Alors, maintenant, il faut décoller ce que ça veut dire. Voilà. Le pavé tactile, ça voulait évidemment dire qu'il allait être question de quelque chose de tactile. Et le lion, vous le savez peut-être, c'est un félin. Et tous les noms de code de macOS 10, le concurrent de Windows depuis la création, sauf le premier, portent des noms de fauves. Donc on s'est dit, il est question évidemment du Mac et peut-être d'un Mac tactile. Alors, première réponse, y aura-t-il un Mac tactile ? La réponse, c'est niet. Ah. Ceux qui l'attendaient, ceux qui en rêvaient vont être déçus. Mais Steve Jobs a une explication assez simple. Et vous allez l'écouter, le Mac tactile, c'est pas pour faire taire les rumeurs, même pas en rêve. Multi-touch gestures. You know, the first thing you think about is this, right? We thought about this years ago. We've done tons of user testing on this, and it turns out it doesn't work. Touch surfaces don't want to be vertical. It gives great demo, but after a short period of time, you start to fatigue, and after an extended period of time, your arm wants to fall off. It doesn't work. It's ergonomically terrible. Touch surfaces want to be horizontal. Hence, pads. For a notebook, that's why we've perfected our multi-touch trackpads over the years. Because that's the best way we've found to get multi-touch into a notebook. We've also
in essence, put a trackpad, a multi-touch trackpad, on the mouse with our Magic Mouse. And we've recently come out with a Pure Play trackpad as well for our desktop users. So this is how we're going to use multi-touch on our Mac products, because this doesn't work. Voilà, le Mac tactile, l'idée est belle. On voit qu'avec Surface, ça fonctionne, mais comme le dit Steve Jobs, ça fonctionne uniquement à l'horizontale. Voilà, avoir un Mac avec un écran devant soi sur lequel il faudrait pianoter du bout des doigts, c'est finalement très fatigant et c'est pas l'interface. Le Mac tactile, c'est pas l'iPad finalement, Benjamin, un peu. Et bien justement, cette conférence, elle avait un titre qui était Back to the Mac. On va dire retour au Mac. Alors, il y avait un message évidemment dans cette invitation, dans ce titre. Pourquoi Back to the Mac? Parce que vous savez qu'au départ, le système d'exploitation de l'iPhone, il est né sur les bases de macOS 10. macOS 10, disons, a permis de créer le système de l'iPhone. Et aujourd'hui que le système de l'iPhone est un tel succès, notamment aussi avec l'iPad, Apple a décidé de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de faire profiter macOS 10 de tout ce qui a été apporté par le système de l'iPhone et de l'iPad. Et donc le Back to the Mac, c'était une manière de dire, voilà, on va s'inspirer de ce qu'on fait de mieux sur l'iPhone et sur l'iPad pour améliorer macOS 10. Alors à quel niveau? L'aspect tactile et la présence du pavé sur l'invitation, c'était donc pas pour faire référence à un futur Mac tactile qui n'existera pas, mais pour expliquer que grâce au pavé tactile, notamment celui des portables, et puis le petit pavé maintenant qu'Apple vend de manière séparée, on va pouvoir faire de plus en plus de choses grâce au multi-touch, donc à la manière d'utiliser différents doigts, parfois un doigt, parfois deux doigts, parfois trois doigts sur le pavé, et en fonction des gestes, des déplacements de doigts qu'on fait, eh bien on fait bouger les fenêtres, on va chercher des fichiers, enfin il y a une foule d'opérations qu'on peut faire du bout des doigts, et donc Apple va mettre le paquet là-dessus. L'autre grosse nouveauté, alors ça concerne vraiment l'écosystème d'Apple, c'est qu'Apple va créer pour le Mac ce qui existe aujourd'hui pour l'iPhone et pour l'iPad, autrement dit un Mac App Store, un magasin, on va dire, dématérialisé sur Internet, dans lequel on pourra aller acheter en un clic les logiciels pour son Mac. De la même manière qu'on le fait sur l'iPhone, avec la même simplicité. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des jeux, par exemple, un peu plus de jeux, Benjamin ? Il y aura tout. L'App Store d'aujourd'hui pour l'iPhone et pour l'iPad et l'iPod Touch, dans moins de 90 jours, parce que c'est le délai que Steve Jobs a annoncé, il existera pour le monde Mac. Les développeurs, dès le mois de novembre, vont pouvoir soumettre leurs applications. Et dans moins de 90 jours, donc on va dire octobre, novembre, décembre, avant la fin janvier, il y aura un Mac App Store qui permettra d'acheter ces logiciels directement en un clic avec une simple connexion Internet. Donc c'est une très très grosse annonce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Apple ne va pas attendre l'arrivée de la prochaine version de macOS 10, donc qui va s'appeler Lion et qui est prévue pour l'été prochain, dès le début 2011, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, évidemment. Apple va proposer ce magasin, sachant que Steve Jobs a donné un chiffre, il y a déjà eu 7 milliards d'applications téléchargées sur l'App Store. C'est-à-dire pratiquement un individu de la planète, chaque individu de la planète a acheté ou téléchargé une application. Voilà, on peut le dire comme ça. On est quasiment 7 milliards. Voilà. Donc c'est une manière très directe et très simple de consommer. Apple reste sur la même répartition des revenus, 70% pour les développeurs, 30% pour sa pomme, si je peux dire. Et donc le système va être étendu au Mac, donc c'est une très grosse nouveauté. Ensuite, dans macOS 10 Lion, il y aura des grosses évolutions qui vont surtout faire que, sans doute, on va de moins en moins avoir besoin de savoir qu'on a un disque dur. De la manière que sur l'iPhone, il a complètement disparu. On ne sait pas qu'il y a un disque dur dans l'iPhone. Moi, j'arrive au bout. Parce qu'il est plein. Ouais. Mais sinon, il n'y a plus cette logique d'entrer dans un dossier, dans des sous-dossiers. Il n'y a plus cette arborescence compliquée qui fait qu'on perd ses fichiers, etc. Tout est au même niveau. Et voilà. Donc on va se retrouver avec le même type de navigation dans son système sur le Mac à partir de l'été prochain. Et puis, il y a eu deux grosses annonces en dehors de ça. D'abord, iLife 11, qui est la suite logicielle d'Apple, qui est sortie donc, le jour de l'annonce, donc le 20 octobre. 49 € pour ceux qui ont déjà une version précédente et elle est fournie gratuitement sur tous les nouveaux Mac. Pour faire court, tous les logiciels évoluent. Il y a une nouvelle fonction géniale dans iMovie 11. En quelques clics, vous faites votre bande-annonce comme une bande-annonce de cinéma, avec faux logo de studio, faux générique à la fin, les ralentis, les musiques qui vont bien, composées par la London Symphony Orchestra, quand même. Hein. Et donc, en quelques clics, on arrive à faire sa bande-annonce. Regarde Pierrick, ce que ça donne. Il y a eu une petite démonstration qui va te faire plaisir, qui va t'intéresser.
Voilà, la montagne, ça nous gagne, Benjamin. Ça fait du bien, on prend un peu l'air. D'ailleurs, on est sur les hauteurs ici, voilà, chez Microsoft, à l'Explorer. Benjamin. 2 dernières nouvelles. Ah, encore. Et après, on passe à Microsoft. La première, c'est que FaceTime, donc le système qui permet de communiquer par webcam avec son iPhone 4, arrive sur Mac. FaceTime pour Mac. Donc ça fait 19 millions déjà d'appareils qui sont compatibles, qui sont en circulation à travers le monde. On ajoute le parc installé des Mac, 50 millions d'utilisateurs. Donc voilà, il y a 70 millions de personnes qui peuvent désormais se voir de manière assez facile. Donc FaceTime, Messenger, on va dire que c'est le concurrent sorti de chez Apple. Et puis dernier mot, Pierrick, il y a quand même eu un nouveau Mac annoncé la semaine dernière. C'est donc le nouveau MacBook Air. Vous savez, c'est le portable le plus fin, le plus léger, on va dire, de chez Apple. C'est ce qui ressemble le plus à un netbook, pour simplifier, donc il pèse moins d'1,5 kg. Il y a 2 tailles d'écran désormais, que de la mémoire en SSD, donc plus de disque dur mécanique, donc a priori un stockage très robuste. Pour faire court, il y a des prix qui vont de 999 à 1599 € et il est disponible depuis la semaine dernière également. Merci Benjamin. Retour où on reste donc sur les hauteurs ici au siège de Microsoft France, au 8e étage à l'Explorer. Moi je suis passé vous voir il y a de ça quelques jours pour le grand show de présentation de Windows Phone 7 avec en duplex Steve Ballmer. Il nous a expliqué un petit peu la philosophie de Microsoft dans les mobiles. On peut voir la vidéo disponible sur Dailymotion sur la page technologique. Alors en anglais je ne vais pas vous le faire parce que Benjamin va encore se moquer de moi, mais vas-y. En gros, ce qui nous expliquait, et on va le faire en français, c'est qu'en gros, le Windows Phone 7, c'est vraiment mon téléphone dans ma poche. Oui, parce que ce qu'on a souhaité faire, d'abord, on est reparti d'une page blanche. On a complètement repensé le smartphone avec Windows Phone, cherchant aussi à apporter des alternatives pour les utilisateurs, pour les opérateurs, pour les développeurs, pour les constructeurs. On n'a absolument pas voulu faire un iPhone ou un Android ou un BlackBerry. Non, pas du tout. On a voulu faire un Windows Phone. Effectivement, on peut totalement le personnaliser. Et c'est aussi une différence par rapport à tous ceux que je viens de citer. On peut le personnaliser quand on est utilisateur, simplement parce qu'on a une page d'accueil. Et cette page d'accueil, on va choisir en gros les thèmes qu'on veut voir sur cette page d'accueil. De manière extrêmement simple. Et ça, c'était pour nous important. On a son téléphone, c'est son Windows Phone. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Après, l'interface utilisateur, comme je l'entends dire aujourd'hui, parce que c'est toujours bien d'entendre des consommateurs en parler plus que nous qui l'avons réalisé, il est facile, il est simple, il est intuitif, c'est moderne, c'est complètement nouveau, c'est ce que les gens disent. C'est complètement nouveau, on ne l'a jamais vu. Et c'est une vraie différence. Comme on dit d'ailleurs sur la publicité qui est derrière moi, que vous citiez tout à l'heure, il est simplement différent. Vous dites que vous n'avez pas cherché à copier ce qui existait déjà. Pourtant, on sait qu'il y a quand même eu une sorte de révolution en 2007 quand l'iPhone est sorti. Et toutes les grandes marques font un système qui quand même on va pas dire ressemble ni s'inspire, mais on va dire qu'on est passé à une autre génération de systèmes pour mobile. Quelle a été votre priorité en termes d'expérience pour l'utilisateur? On a souvent reproché à Microsoft de faire des systèmes assez complexes, avec des niveaux de préférence dans lesquels on rentrait, dont on ne sortait pas. Quelle a été votre ambition, vraiment les 2-3 points principaux? Oui. Encore une fois, on le voit et on l'a pensé très différemment de la conception de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Vous avez raison, d'autres ont proposé des choses très simples. Donc il était important qu'on ait le même type de simplicité, voire encore plus simple. Là où on est vraiment, vraiment différent, c'est l'intégration, l'interdépendance entre les applications et les informations. On a décloisonné complètement les applications. Quand vous êtes sur un système de type iPhone ou autre, vous avez des icônes, et pour aller dans telle ou telle application, vous appuyez sur l'icône, vous êtes dans l'application, vous appuyez sur un autre icône, etc. En gros, vous êtes dans une logique d'un couloir avec des portes, et vous ouvrez une porte, puis une autre porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Nous, on a voulu, et on a conçu un open space. Et en gros, on est tous ensemble, toutes les applications et toutes les informations sont ensemble. Alors, quand je dis ça, vous me dites, expliquez-moi un peu. Expliquez-moi un peu. Voilà.
Benjamin, comme quoi on se connaît bien, on est capable d'échanger ensemble. Donc, j'explique. Si je veux, quand je vais consulter mes contacts dans mon environnement contact, eh bien, je vais avoir sur un nom l'intégralité des réseaux sociaux, des destinations pour le contact donné. Lorsque un de mes contacts va poster une photo, cette photo, elle va venir informer ou se poster sur l'intégralité des applications qui concernent ce contact. Donc je n'ai toutes rien les à faire. applis communiquent quelque Absolument. part. Elles communiquent, elles sont interdépendantes. Ouais. Et puis, je vais aller très vite, c'est très rapide. En un clic, je peux partager ma photo, mon contenu avec tous mes contacts. En un clic. Donc c'est extrêmement rapide, c'est interdépendant, c'est décloisonné. Et ça, pour nous, c'était important. Avec également, encore une fois, une interface très, très différente. On a des vignettes qui vont concerner en particulier 7 hubs. On appelle ça des hubs. Et des hubs dans lesquels on va trouver, je dirais, ces applications les plus standards, même si on peut personnaliser avec d'autres applications. Le jeu avec Xbox Live, la musique et la vidéo avec Zune, puisqu'on annonce en même temps la disponibilité avec Windows Phone de Zune, notre service de téléchargement et de streaming vidéo et musique. Vous aurez également Office, et c'est ça qui est important également, c'est qu'on a voulu que ce téléphone soit à la fois un terminal sympa, cool, facile, simple, mais en même temps un outil de productivité, le meilleur du marché. Et donc Office est en natif sur Windows Phone, et vous passez d'un clic de votre agenda à votre répertoire, en passant par la messagerie, et de manière extrêmement simple et intuitive, encore une fois. Donc, une interface nouvelle, moderne, simple, avec des applications d'information totalement décloisonnées, un Windows Phone qui est le meilleur phone pour Facebook et le meilleur phone pour Office. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi? Parce que finalement, Facebook, même sur Android et sur iPhone, ça marche très bien. Comment ça peut marcher mieux sur Windows Phone 7? Parce qu'il a été conçu comme un téléphone ou un smartphone vraiment orienté réseaux sociaux et interdépendance entre les communautés. Et c'est ça qu'on a souhaité faire, et encore de manière totalement automatique et intuitive. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, puisque quelqu'un l'a utilisé, et donc il pourra nous en parler un peu plus. Mais c'est-à-dire que vous avez raisonné usage avant de raisonner sur les aspects techniques, technologiques du produit? Oui, je pense que quand je disais tout à l'heure qu'on avait repensé le smartphone et qu'on avait tout réécrit, on a vraiment pensé moins de clics, plus d'usage. Moins de clics, plus d'usage, et tout ça de manière très simple. Ce que vous expliquiez à l'instant là, est-ce que ça en fait pas un outil moins professionnel, on va dire, que les versions précédentes des Windows Mobile? Ça en fait certainement au sens, un smartphone. Au sens du système qui est utilisé vraiment par les grands comptes, pour les commerciaux, voilà. Je pense que ça en fait un smartphone vraiment équilibré entre un usage grand public et un usage professionnel, sachant que aujourd'hui, on voit bien que les usages professionnels se sont consumérisés. Il n'y a plus de barrières, on a une totale transparence entre les deux mondes. On utilise son smartphone dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. En revanche, on veut qu'il sache un peu tout faire, mais de manière simple. Donc on n'ajoute pas de la complexité parce que c'est professionnel. Il doit rester simple dans les deux cas. Aujourd'hui, vous n'avez plus que 5% du marché des OS pour téléphone mobile. Vous êtes loin derrière Nokia, surtout, qui reste le grand leader, mais loin derrière les nouveaux entrants que sont Google et Apple. Mais est-ce que là, vous pensez avoir véritablement, avec ces Windows Phone, le moyen de grignoter des parts de marché ? Écoutez, encore une fois, on a beaucoup parlé des consommateurs et c'est une vraie alternative. Les consommateurs, et j'entendais encore quelques-uns ces derniers temps qui allaient dans les boutiques Orange et autres acheter leur Windows Phone, ils voulaient vraiment quelque chose de nouveau. Bon, donc il y a vraiment une alternative, il y a des gens qui sont intéressés et qui ont envie de l'acheter. C'est une alternative pour les opérateurs. Les opérateurs aussi avaient besoin d'une alternative. Et on arrive avec quelque chose de très concret pour eux, c'est le partage de la valeur. Ça résonne bien, le partage de la valeur pour un écosystème qui n'a pas envie d'être complètement siphonné par tel ou tel acteur. Nous, on est un acteur où le développeur gagne, l'opérateur gagne et Microsoft aussi gagne, le constructeur également. Et donc les opérateurs, sur les applications, sur la musique, sur la vidéo, se verront rétribués de la même manière, pas dans une même proportion, que les développeurs d'applications.
On est aussi une alternative pour les développeurs. On a aujourd'hui plus d'1 million de développeurs au niveau mondial qui développent en .NET. Ça sera très simple pour eux de développer autour des .NET, outils. c'est quoi .NET, Eric ? .NET, ce sont les outils de développement dans nos environnements Windows. Mais les outils de développement pour Windows Phone 7 sont totalement compatibles, cohérents. Et quand on développe pour Windows Phone 7, on a développé quasiment instantanément pour tous les environnements Windows et même pour tous les environnements de la console de jeu Xbox dont on parlera tout à l'heure. Donc on donne une opportunité aux développeurs, avec des outils gratuits, de développer simplement, rapidement, pour tous les terminaux dans un monde dont vous parlez régulièrement sur vos antennes, j'allais dire, dans un monde multi-écran où l'Internet est en toile de fond. Donc c'est une opportunité et une alternative aussi pour les développeurs. Et puis pour finir mon propos, le marché est extrêmement ouvert, reste extrêmement ouvert. Ouais. On vit des révolutions tout le temps. Ce marché des smartphones, c'est uniquement 20% des téléphones aujourd'hui. 20%. Il est en croissance phénoménale. On pense être un des acteurs qui va profiter de cette croissance en France, mais au niveau mondial. Il se vend 1,2 milliard de téléphones par an. Seuls 20% sont des smartphones. Vous voyez qu'il y a quand même une très belle part de marché à capter pour Microsoft, d'autant plus qu'on est une alternative pour tous les acteurs. On parlait des applications, Benjamin signalait 7 milliards d'applications téléchargées chez Apple. On sent qu'Apple a vraiment le succès de l'iPhone tient beaucoup à ces 225 000 applications disponibles aujourd'hui de par le monde. On sent que Microsoft est un peu plus prudent ou en tout cas moins volubile sur cet aspect-là. Oui, et c'est très très important d'avoir énormément d'applications. C'est important aussi, et peut-être prioritairement pour nous, d'avoir les bonnes applications. Donc on est plutôt dans une course aujourd'hui à la qualité qu'à la quantité. Maintenant, dans le temps, je pense qu'on aura des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers d'applications. On a plus d'applications aujourd'hui au lancement de Windows Phone 7 que Apple en avait au moment où il a lancé son iPhone. Les temps ont changé, donc il faut être aussi honnête par rapport à ça, mais tous les jours, on a des dizaines d'applications supplémentaires. Et on rencontrait les développeurs, et on a vu les développeurs dernièrement avec Steve Ballmer, et le concours qu'on a organisé cet été, un peu à la Star Academy ou à la recherche de la nouvelle star, mode numérique, mode Microsoft, avec un jury quand même absolument incroyable. Xavier Niel était avec nous, Marc Simoncini, le patron Grandjean de vente privée, Bruno Van Rieb de AvantQuest, bref, et Steve Ballmer pour élire la meilleure application. Vous aviez déjà, juste pendant l'été, des centaines de développeurs qui avaient souhaité participer à ce concours. Il y a une dynamique pour les développeurs et il y a une grande opportunité pour les développeurs autour de Windows Phone qui leur donne aussi un environnement et une interface très différente. Je pense qu'on le dira peut-être tout à l'heure. On peut faire naviguer son application à la fois verticalement et puis horizontalement. Avec vraiment une interface mais radicalement différente par rapport à ce qu'on voit. Voilà, donc la qualité d'abord, mais dans le temps la quantité sans aucun doute. J'ai vu un chiffre circuler, c'était sur TechCrunch, 500 millions de dollars, ce serait l'investissement en promotion pour le lancement de Windows Phone 7, c'est vrai ? J'ai pas les chiffres, mais c'est un investissement très important, très très important. Donc on accompagne dans un marché qui est quand même très concurrencé. Donc il faut savoir immédiatement faire la différence aussi en communication. Et donc on va dépenser cette année en France, pour parler de notre marché, 2 fois plus qu'on a dépensé l'année dernière pour le lancement de Windows 7, qui lui-même était 2 fois plus que ce qu'on avait investi autour de Vista, etc., etc. Donc oui, on met le paquet. Mais on met le paquet en même temps à l'heure actuelle sur Windows 7, sur Xbox, et puis dans pas longtemps sur Bing. C'est l'effervescence. En ce moment, c'est l'effervescence. Alors, Eric Bousteller, on va reparler évidemment de Windows Mobile 7 dans quelques instants, Pierrick, avec Sofiane Noural, rédacteur en chef de Mobile Magazine, qui est là, qui est venu avec un iPhone, c'est un peu pour la provoque, mais aussi un Windows Mobile 7. Alors, on dit quoi Phone, un Windows Phone Mobile 7 C'est un Windows Phone. Un Windows Phone, voilà. Et puis c'est 7 parce que 7, c'est un chiffre magique pour nous. Hein. On va annoncer demain, ces jours-ci, l'anniversaire de Windows 7, hein, c'est le premier anniversaire. On avait atteint 175 millions de licences il y a quelques temps. On doit être sur la trajectoire des 200 millions, donc ça se passe super bien. Donc si 7 était un bon numéro pour Windows,
peut-être qu'il sera aussi un bon numéro pour Windows Phone. C'est le chiffre porte-bonheur. Ouais, sur Windows 7, ça veut dire que vous avez vendu plus de Windows 7 que de Vista. Ça va très très vite, j'ai plus les chiffres de Vista, mais il n'y a pas de secret. Pierrick, sur Windows 7 a été un succès immédiat parce qu'il fait la différence sur le plan d'administration, sur le plan de la facilité, de l'Internet, de la sécurité. Et donc il est adopté à la fois par le grand public, mais adopté par les entreprises. On a 50-60% des entreprises qui sont en train ou vont le développer à peine un an après son lancement. Alors il y a un autre événement, vous disiez que ça trucule, c'est ça, ça bouge beaucoup chez Microsoft en ce moment. Il y a la sortie le 10 novembre de Kinect. Alors forcément, moi qui suis joueur, ça me titille. Moi aussi, parce que on a essayé au Mondial, il y avait un stand Kinect, et j'avoue que j'ai été assez bluffé. C'est vraiment Kinect, on va le rappeler, ce système qui fait que vous devenez la manette. C'est vos bras, vos jambes, votre tête. Il y en a un là-bas, là. Il y en a un juste là-bas qui nous regarde avec donc ses capteurs de mouvement, sa petite caméra, ses capteurs aussi pour la voix. Vous y avez joué, vous, j'imagine, pas mal, non ? Et oui, depuis quelques mois. J'aimerais bien vous voir jouer à Kinect, Eric. Oui, mais j'ai joué encore hier soir. Hier, j'ai joué au ping-pong, donc un bon match de ping-pong. Avec les joueurs du PSG. C'était pas avec les joueurs du PSG, c'était avec d'autres personnes, mais sport, animaux, des courses de voitures, etc. C'est tous les jeux, imaginez. Et comme vous l'avez dit, c'est totalement intuitif, c'est sans manette. La manette, c'est nous. Ça change complètement, et c'est aussi la reconnaissance vocale. Donc on est vraiment là dans ce qu'on appelle les interfaces naturelles. On a révolutionné complètement le jeu numérique. Donc on invente, c'est une nouvelle étape dans le jeu numérique. Et c'est vrai que c'est disponible le 10 novembre. Et ça, si on peut peut-être donner des prix quand même, parce que on doit tous réfléchir maintenant à ce qu'il y aura au bas du sapin. Ah bah Noël arrive à grands pas là, c'est dans 2 mois. Ça pourrait être une bonne idée. Donc je vais donner des idées à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, dans les jours qui viennent. 149 € Kinect pour toutes les Xbox 360 qui existent, et il y en a 1,8 million en France, donc voilà, ça fait au moins 1,8 million de joueurs. Mais c'est aussi la possibilité de se doter de sa Xbox si on ne l'a pas. Et là, pour un petit peu moins de 300 €, on a Kinect et une Xbox 360 d'ici la fin de l'année, voilà, pour les fêtes de Noël. Alors quand même, pendant des mois, vous avez évidemment défendu la Xbox, mais vous avez vu aussi le succès de la Wii. Bien sûr. Est-ce que ça vous démangeait de sortir ce Kinect, qui est aussi pour vous une manière de répliquer à Nintendo ? Non mais on a l'habitude de dire que la concurrence c'est bien, la concurrence c'est un aiguillon. De temps en temps, on préférait qu'il y en ait moins. Mais la réalité, c'est que c'est bien, c'est sain, c'est sain pour les consommateurs, c'est sain pour l'innovation. L'innovation, elle vient aussi de temps en temps d'être poussée. Donc la Wii a fait un très beau parcours. Force est de constater, c'est un peu dans ce domaine-là, on le voit bien, c'est que très vite, les cartes peuvent être redistribuées, puisque sur ces 3-4 derniers mois, Microsoft, avec la Xbox 360, était largement devant la Wii et la PS, en France et au niveau international, avec sa dernière Xbox 360, la génération qu'on a lancée au mois de juillet dernier, et imaginez avec Kinect, mais en même temps, le match, puisque c'est plutôt un match à 3, tout ça bouge extrêmement vite, et on peut imaginer d'ailleurs que dans le téléphone, il peut se passer des choses aussi spectaculaires dans les mois qui viennent. Il y a quelques 8 ans... Le téléphone, c'est un marché de 20 millions de téléphones par an en France, à peu près. Oui, un peu plus. Un peu plus même. Donc, et les consoles, combien il va s'en vendre là, pour Noël ? Vous avez une idée ? J'ai pas les chiffres en tête, je vous dirais des bêtises, mais on parle en millions. On parle en millions, bien sûr, parce qu'on parle des consoles de salon, et je parle pas des consoles, entre guillemets, portables, donc les consoles de salon, on parle en millions. Donc c'est aussi des beaux enjeux. Mais on parle téléphone, on parle PC, on parle télé, on parle console. On arrive, nous, avec une approche de continuité, de cohérence entre ces différents écrans. Puisque notre rêve qui devient réalité, c'est de commencer son jeu sur sa Xbox, de le continuer sur le téléphone, de le poursuivre sur sa télé, et ça de manière complètement cohérente, puisqu'on propose les mêmes outils de développement pour développer les jeux sur sa console ou sur son téléphone. Donc ça, c'est une opportunité, encore une fois, fabuleuse pour le consommateur, le joueur, comme pour les développeurs. Ça ne sera pas pour Call of Duty tout de suite, Benjamin, forcément, mais on peut imaginer effectivement que certains jeux casual, comme on les appelle, Sofiane a un petit... Call of Duty, apparemment, ça l'inspire. Peut-être pas les derniers Call of Duty, mais il y a quand même c'est des processeurs très puissants qu'il y a dans les Windows Phone 7, et dans tous les derniers smartphones haut de gamme, même de la concurrence, et ça fait tourner des FPS de manière assez impressionnante.
Donc voilà, FPS, frame par second, c'est la manière dont on mesure. Jeu de tir, en fait, voilà. Non, c'est le jeu de tir, Benjamin. First person shooter. Ah bon. Ça veut aussi dire frame par second. Alors, first person shooter, on n'oublie pas qu'on s'adresse au grand public. Voilà, c'est quoi les FPS, Sofiane? À la première personne. C'est généralement comme Doom à l'époque. Voilà, tu prends des nazis, des extraterrestres ou des méchants communistes et tu leur tires dessus. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà. La Xbox 360 a la réputation, notamment en France, d'être la console des gamers. Ça va pas forcément être un public très facile à attirer avec des jeux de ping-pong sur Kinect. Non, mais je pense qu'on va continuer à attirer et être fidèle aux joueurs qui soient des joueurs très très intensifs, avec d'ailleurs des jeux comme Halo Reach qui a été lancé il n'y a pas très très longtemps. Là, ces jours-ci, donc avec la Paris Gaming Week, on lance Fable 3, hein, donc aussi une autre opportunité pour les joueurs. C'est un des jeux que j'attends avec le plus d'impatience personnellement pour la fin d'année, Fable 3. Ouais. Donc il arrive, là, il va être tout frais ou tout chaud pour les fêtes de fin d'année, mais il sera donc disponible à partir de ces quelques jours-là. Mais effectivement, avec Kinect et la Xbox 360, on a une opportunité de toucher d'autres audiences. C'est comme ça aussi qu'on le voit. On était très attendus, puisqu'on était vraiment, on ciblait et on était sans aucun doute même la console pour les hardcore gamers, comme on les appelle. Ce qui était important pour nous stratégiquement, et on était aussi attendus, c'était d'étendre notre audience, d'étendre la base de nos joueurs. Là, avec Kinect, eh bien, c'est toute la famille qui va pouvoir, parce que si vous voulez chanter ou danser ou comme Lady Gaga, vous pouvez le faire avec Kinect. Effectivement, Ubisoft qui doit notamment sortir un des premiers jeux de danse et de karaoké sur Kinect et qui est, paraît-il, assez bluffant. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Quels jeux auxquels vous avez le plus joué en fait? Non, moi j'aime bien les jeux de sport, hein, donc tout ce qui est sport, que ce soit foot, ping-pong, tennis, je me suis bien éclaté. Mais il y a un truc très très sympa pour les enfants, le fait de découvrir les animaux et avec votre main virtuelle, de rentrer dans l'écran, simplement en tendant la main comme ça, vous rentrez dans l'écran et vous allez chatouiller la tête des animaux. Donc imaginez un enfant de 3, 4, 5, 6 ans qui a chez lui la faune d'Afrique du Sud ou du Botswana ou du Mozambique, comme ça. Et c'est vraiment. Ça s'appelle comment? Non, Pierre. Kinect Animals qui a été présenté à l'E3 et là aussi. Pierre est un enfant, donc il connaît bien. Voilà, un enfant de 41 ans. Vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs une petite vidéo que j'avais tournée sur Dailymotion. Ça bouge? Alors, c'est pas grave, hein, je pense que. C'est l'heure. Pas de panique, fausse alerte comme on dit. Et vous allez pouvoir retrouver sur Technologique et sur Dailymotion. Ouais. Bon, c'est pas très grave parce que le soleil, au contraire, hein, ça vous fera peut-être. Voilà. Je pense qu'il y a un automatisme. C'est ça, oui, je pense que c'est. Je pense que l'immeuble n'est pas attaqué par des terroristes. Non. On a été un peu surpris. On a une magnifique vue sur la tour TF1, Benjamin, ça fait envie. On sautera du toit. Donc voilà. Pour finir, parce qu'on parlait donc de Kinect Animals, c'est pas inclus avec Kinect, j'imagine. Alors Kinect sera disponible avec un jeu. Ouais. Et Benjamin, vous me collez là, c'est une colle parce que peut-être que justement ce sera Kinect Animals qui sera livré avant la fin de l'année, ou ça fera partie des offres de fin d'année. Donc à vérifier. Voilà, et on peut voir une petite vidéo de ce que ça donne, vidéo que j'avais tournée à l'E3, Benjamin, en juin dernier, qu'on peut retrouver donc sur Dailymotion et bien entendu technologique.fr. Merci Eric Boustouler, vous restez avec nous parce tout à l'heure on parlera avec vous de l'accord signé par Microsoft avec la BNF, un petit accord surprise. Comme ça on pourra avoir l'occasion aussi de reparler de Bing justement. Et Benjamin, on se retrouve dans quelques secondes avec le banc d'essai. Benjamin, on va rester dans le mobile où on va revenir sur Windows Phone 7, bien sûr la sortie qui nous préoccupe, le banc d'essai des premiers Windows Mobile 7, parce qu'on a un petit vénard qui a pu en toucher quelques-uns. Eh oui, ils sont sortis depuis quelques jours, on va dire. Il y a déjà 5 modèles disponibles. Et c'est Windows Phone. Alors il y en a au moins un là qui est avec nous, un modèle de chez Samsung. Vous les avez testés, vous avez commencé à les tester, Sofiane Nouira. Rebonjour. Rebonjour. Rédacteur en chef de Mobile Magazine avec le groupe Oracom, qui est partenaire de technologique.fr.
Alors d'abord, on a envie de savoir votre impression, première impression d'utilisateur sur ce nouvel OS pour téléphone mobile de Microsoft. Alors, la première impression, c'est la surprise. On ne s'attend pas vraiment à ça, surtout quand on a connu les précédentes itérations de Windows Mobile. Donc la première impression est vraiment très très bonne. Surprise et globalement... Bonne surprise alors. Excellente surprise. Non, ça change vraiment. Graphiquement, c'est une vraie réussite. Il y a un parti pris. Encore une fois, on ne s'y attendait pas forcément. Il y a un vrai parti pris graphique. Lequel ? Au niveau de l'interface, en fait, de la manière de naviguer, de la disposition des icônes, du choix des couleurs. C'est une espèce de gros carrés orange, en fait, Voilà, qu'on voit, les gros carrés où on peut... dont Eric parlait tout à l'heure. Alors je trouve que graphiquement, ça fait pas très joli quand on le voit en photo. Il faut vraiment en avoir un en main et le manipuler pour se rendre compte de ce que ça donne. L'un des vrais points forts aussi, c'est la fluidité. Ça, c'est très important de le signaler parce qu'on parle toujours de la fluidité de l'iPhone et on met en rapport pour les concurrents la puissance des processeurs. Ça dépend pas de la qualité de l'écran tactile, la fluidité ? Pas en partie, mais en partie seulement. C'est vraiment une osmose entre le système d'exploitation et le matériel qu'il y a autour, que ce soit l'écran, le processeur, la manière dont la mémoire vive est gérée, c'est vraiment un tout. Ce qui est impressionnant sur les Windows Phone 7, c'est qu'il y a d'autres smartphones sous Android qui utilisent le même genre de matériel, enfin, les mêmes spécifications matérielles, mais qui ne sont pas aussi fluides. Donc ça a été pareil, une vraie bonne surprise de constater que c'est au niveau iPhone, on va dire. Bon, si l'utilisateur comprend ça, c'est impressionnant à ce niveau-là. Apparemment, Eric Boustula est plutôt, J'écoute avec plutôt satisfait de ce première impression. Alors, dans le détail, donc, je le disais, 5 modèles de smartphones disponibles. D'abord, état du marché, quel constructeur, quel modèle et combien ça coûte, très simplement. Alors HTC est un leader historique des Windows Phone depuis un paquet d'années maintenant, et ils semblent vouloir marquer leur territoire sur les nouveaux Windows Phone 7. Donc il y a 5 nouveaux Windows Phone 7 et sur les 5, il y a 3 HTC. Donc un par opérateur, un par grand opérateur historique, on va dire, en France. Chez HTC. Pour HTC, oui, il y en a 3. Il y a un Samsung qui est l'Omnia 7 et un LG Optimus 7. Ça, c'est en France. Dans le détail, il y a le HTC Trophy 7. Beaucoup de 7, vous verrez. Donc chez HTC, c'est le même, mais qui a un nom différent chez chaque opérateur, ou j'ai mal compris ? Absolument pas. Non, c'est vraiment... ils ont des spécificités assez différentes. Mais on n'a pas le choix. Si on est chez Bouygues, on n'a qu'un seul modèle HTC. Tout à fait. Juste, je vais préciser que Microsoft a été assez drastique pour les spécifications techniques des téléphones. C'est-à-dire que chaque constructeur doit respecter un certain nombre de... Il y a des minima techniques. Donc un processeur à 1 GHz, un écran d'au moins 3 pouces 5, capacitif. Alors pour les spectateurs, capacitif, c'est à contrario de résistif. Résistif, c'est ce que vous pouvez manipuler avec un stylet. Donc qui offre une meilleure précision, mais une expérience utilisateur vraiment moins sympa. C'est moins réactif, c'est moins fluide, c'est moins naturel. Donc un écran de 3 pouces 5 capacitif, que je vous dise pas de bêtises, multipoint aussi, pardon, multipoint. Donc avec multipoint, ça veut dire que... C'est-à-dire que vous pouvez utiliser au moins 4 doigts. Il y a différents types de multipoints, on va dire. Il y en a qui trichent, c'est bipoint, ils vont vous dire que c'est multipoint. Là, c'est au moins 4 doigts. Donc ça permet les fameux mouvements de zoom, de dézoom à 2 doigts pour les photos. Donc un processeur 1 Go, ça je l'ai dit, et au moins 8 Go de mémoire embarquée aussi. Enfin, c'est vraiment des spécifications haut de gamme. Donc clairement, il n'y aura pas au sens technique du terme, il n'y aura pas de Windows Phone d'entrée de gamme. Alors si je suis chez Orange, qu'est-ce que vous me conseillez de choisir ? Alors chez Orange, il y a le Samsung Omnia 7 et le HTC Mozart. Alors ces 2 smartphones, comme je le disais, du fait des spécifications techniques, c'est un peu plus compliqué pour les constructeurs de se démarquer. Ils y arrivent quand même, mais c'est des points de détail technique qui ont toute leur importance quand même, parce que entre le HTC, donc Mozart, et le Samsung Omnia 7, le Samsung a un écran plus grand et vraiment de meilleure qualité. Ça, c'est vraiment du fait de l'avance de Samsung sur la concurrence en termes d'écran. C'est un super AMOLED, un terme un peu barbare, mais en tout
que c'est vraiment une très belle qualité d'image et un écran de 4 pouces. Un écran avec un magnifique contraste, très lumineux. Voilà, et des noirs vraiment très profonds. C'est la plus belle qualité d'écran qui existe à date. C'est celui que vous avez, Sofiane ? Oui. C'est celui-là, hein ? C'est celui-là. Je crois qu'on a, juste pour compléter le propos, ce qu'on a cherché aussi sur la base de notre expérience, c'est avoir la meilleure intégration entre le matériel et le logiciel. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment défini aussi avec les constructeurs un cahier des charges qui permettent de véritablement assurer, garantir la meilleure expérience utilisateur. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a souhaité faire. En même temps, chaque constructeur arrive à personnaliser et avoir son design, soit la forme, soit tel écran par rapport à tel autre écran, des couleurs, il y a des vraies différences. Et puis, on peut aussi personnaliser quand on est opérateur, même si on a cherché à avoir une interface totalement standardisée, tel ou tel constructeur ou tel ou tel opérateur peut rajouter son application dans une de ces petites vignettes dans l'écran d'accueil. Ça, c'était important pour nous, c'est de leur laisser cette flexibilité. Donc, on a essayé de trouver le meilleur des compromis, mais avec en tête le consommateur. Alors donc, ce qui est important de préciser aussi, c'est que cette standardisation technique, je pense que ça va permettre aussi à Microsoft de revenir un peu dans la bataille des applications, qui est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Parce qu'avec Android, par exemple, un développeur, il commence à se retrouver face à un problème de fragmentation du parc. C'est-à-dire qu'il doit développer une application qui gère un écran de 2 pouces 6 pour tel modèle, une autre pour un écran de 4 pouces. Ça devient compliqué, il y a plus de moyens. Là, avec ce genre de standardisation technique, il le fait une fois, il est sûr que ça va tourner sur tous les terminaux. Pas de modèle, on n'est pas dans des modèles bas de gamme, tu disais tout à l'heure, Sofiane. En termes de prix, on n'a pas l'impression non plus d'être dans le haut de gamme, justement, dans ce qu'on peut trouver dans les opérateurs. Je ne parle pas là pour les spécifications techniques ou la qualité, je parle en termes uniquement de prix. On est visiblement dans des rapports qualité-prix très bas. En fait, ça commence à 1 euro même, pardon, à 1 euro pour le HTC Trophy. Bravo, Sofiane. HTC Trophy à 1 euro chez SFR. Et ça va jusqu'à le plus cher, donc c'est le HTC HD7 qui est un peu un monstre, qui a un écran énorme, et qui lui est à 249 euros chez Bouygues. L'Omnia 7 est présent chez les 3 opérateurs, c'est le seul. Et il est à 49 euros chez Orange et SFR et 249 euros chez Bouygues, un peu plus cher chez Bouygues. C'est celui-là, l'Omnia 7 ? C'est celui-là. Si vous voulez dire les choses telles que je les imagine, hein, c'est un peu le meilleur de tous les mondes quand même, notre affaire là, parce que non mais c'est pas moi qui vais le dire. Non, voilà, mais regardez, vous avez une palette de choix de smartphones, hein, de terminaux, et en même temps, ça vous garantit la meilleure des expériences, que ce soit pour l'utilisateur ou pour le développeur. Le développeur, comme j'entendais de Sofiane très justement, quand il a développé pour tel smartphone ou tel modèle de LG, il a développé de la même pour HTC, pour un autre, pour tel opérateur. C'est la même chose, c'est totalement cohérent. Et pour le consommateur, il a la même expérience. Voilà, donc, et on a garanti aussi, du fait de ce cahier des charges un peu resserré, on a garanti que l'expérience allait être absolument parfaite. Ça, c'est ce qu'on a cherché à faire avec Windows Phone 7. Ça veut dire aussi en termes de prix que vous n'avez pas hésité à subventionner les opérateurs ou que les opérateurs subventionnent largement aussi ces nouveaux téléphones ? On est dans un modèle en France qui est un modèle effectivement largement subventionné, ce qu'on ne trouve pas partout dans le monde. En Amérique latine, en Asie, ça dépend des marchés. Donc il y a des marchés où ça fonctionne très bien. Et donc c'est vrai, on arrive à trouver aujourd'hui, mais c'était aussi notre souhait en essayant d'avoir les meilleurs prix parce qu'on a conçu aussi le logiciel de cette manière-là. Et on peut avoir effectivement aujourd'hui des terminaux à partir de 1 euro, ce qui est splendide. En termes de défauts, hein, parce que j'imagine que Windows Mobile 7 n'a pas que des qualités, Sofiane, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Parce qu'il faut aussi qu'on fasse la part du bon et du moins bon. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dans les prochaines mises à jour, on va dire ? Alors, dans les prochaines mises à jour, il y a les points récurrents qui reviennent. Alors, il y en a un qui va être réglé dans les mois qui viennent, c'est le copier-coller. Ça, c'est un peu incroyable quand même d'avoir un Windows Phone, donc, qui était quand même le téléphone des professionnels auparavant. Et c'est-à-dire que, comme Eric l'a souligné tout à l'heure, vous avez Word mobile, donc c'est très bien, vous avez votre Word, vous tapez. Et là, pas de copier-coller. C'est drôle parce que c'était l'un des gros défauts de l'iPhone au début. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est pas le seul. En fait, c'est peut-être là où on les a copiés alors. Non, on cherchait quelque chose, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas que là. C'est qu'autant justement, Microsoft est parti dans une direction complètement différente pour tout ce qui est interface, une approche vraiment intéressante. Autant il y a des points qui sont
qui sont assez étonnants, justement des défauts de l'iPhone, des débuts de l'iPhone, qu'on retrouve comme la Zune dépendance. Moi j'appelle ça la Zune dépendance, c'est-à-dire qu'on ne peut passer que par Zune. Pour le Zune, c'est le logiciel, c'est le pendant d'iTunes chez Microsoft. On ne peut passer que par Zune pour synchroniser ses contenus sur le téléphone. Ça, c'est un peu frustrant quand même, parce qu'on retrouve le défaut de l'iPhone qui est l'environnement complètement fermé. C'est-à-dire que concrètement, vous ne pouvez pas prendre une photo, la glisser, déposer dans votre téléphone. C'est censé être aussi le téléphone des professionnels. En même temps, quand ça fonctionne bien, on n'a pas besoin de passer forcément par autre chose. Vous avez un Mac, Benjamin, par exemple. Oui, c'est vrai. Vous allez devoir installer Windows pour mettre ne serait-ce qu'une photo dans votre Windows Phone. C'est un point, c'est dommage. Eric Boustelière, une version de Zune sur Mac, c'est pas envisageable? J'ai pas tous les détails techniques, mais il faudrait qu'on revérifie avec Sofiane. Parce que Zune, le format des fichiers. Le format des fichiers dans Zune sont des formats de fichiers qui sont compatibles avec les formats de fichiers. Ah oui, absolument. C'est pas du tout le format des fichiers que je. C'est le logiciel en fait. C'est vraiment le côté fermé, comme iTunes finalement, complètement fermé. C'est-à-dire qu'Apple a commencé à l'ouvrir seulement depuis iOS 4. C'est-à-dire qu'on peut glisser-déposer des fichiers, enfin toujours dans iTunes, mais glisser-déposer depuis l'extérieur d'iTunes. Là, on retrouve l'iTunes des débuts, complètement fermé. Donc Zune est assez sympa. Très sympa. Donc c'est joli, c'est bien dans l'esprit des Windows Phone justement, les interfaces bien claires, mais il y a le côté fermé. Et autre défaut qui revient très très souvent quand même du côté des utilisateurs, c'est l'absence de multitâche. Alors c'est vrai qu'il y a le côté ouvert, côté assez ouvert, le côté hub, mais il manque quand même un multitâche. Ça manque. Donc la faculté d'utiliser en même temps plusieurs applications. Voilà. Non, mais je pense que ce que dit Sofiane est très intéressant. Et on est dans cette activité, j'ai souvent dit ces derniers temps, mais on est plutôt un marathonien qu'un coureur de 100 sprint, mètres. De 100 mètres. Et donc on est là pour très longtemps. Et la plateforme, elle va évoluer et très rapidement, puisqu'on pourra mettre à jour régulièrement son Windows Phone. Donc le copier-coller devrait arriver extrêmement rapidement. Flash aussi, non? Voilà, tout ça on a encore certaines choses qui ne sont pas disponibles, qui vont être disponibles dans les semaines, mois qui viennent. Donc les choses vont aller assez vite en réalité. On est au jour 1. Je pense, non, mais oui, bien sûr. On a aujourd'hui... C'est un nouveau départ, clairement. Oui, mais on le dit avec beaucoup de simplicité, d'humilité même. Hein. On est reparti de zéro. On a tout refait dans les 2 ans et demi, 3 ans qui viennent de se passer. Et puis on est parti pour les années qui viennent. Et donc on va faire évoluer les choses, les faire évoluer aussi. Parce que je pense qu'il y aura d'autres constructeurs qui vont nous rejoindre, parce qu'on aura des dizaines de milliers d'applications. Bref, tout ça va s'enrichir. Je pense qu'on pourrait se donner rendez-vous dans 6 mois et faire le point avec Sofiane et avec vous-même. Voilà, et regarder comment les choses se sont passées. Moi, je suis à peu près... je suis très confiant du pari qu'on prend là. Sofiane, dernier mot. D'ailleurs, pour rebondir sur les applications, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, évidemment, ça débute tout juste, mais c'est beaucoup plus prometteur que le premier lancement d'App Store avec Windows Mobile 6.5. C'est qu'on trouve déjà du Page Jaune, Allociné, le Figaro. On sent qu'il y a un certain engouement de la part. Et puis les grands sites américains aussi, eBay, entre autres. C'est-à-dire que les applications françaises déjà sont présentes, ce qui est important pour le bon développement d'un App Store. Et on peut citer aussi nos amis de Mythic. Ils ont développé pour l'environnement Windows Phone avant de développer pour les environnements de concurrents. C'est amusant. Merci beaucoup Sofiane Noura. On vous retrouve évidemment dans Mobile Mag tous les mois. Et puis très bientôt un spécial Windows Phone 7, Benjamin, chez Mobile Mag. Évidemment. C'est pour quand d'ailleurs, Sofiane? C'est aux alentours de la mi-novembre. Et on suivra ça avec grand intérêt, et Eric Boustelière aussi. Benjamin, on se retrouve, j'ose pas dire à mi-émission parce qu'on a beaucoup parlé, on a un petit peu de retard pour parler du flash du multimédia, les dernières infos
que tu as pu, toi, glaner ici et là. Et on commence par quoi, mon petit Benjamin? On va commencer par la Fnac qui se lance à l'assaut de l'iPad et du Kindle. Alors, la Fnac qui lance Fnac Book. Alors, c'est un écosystème complet avec à la fois une liseuse électronique dédiée qui s'appelle donc Fnac Book, une bibliothèque numérique qui est présentée par la Fnac comme la plus grande librairie numérique de France, 80 000 titres et 750 BD. J'ai mis 3 zéros de trop. Et puis, un ensemble d'applications qui permettent la lecture de ces bouquins sur tous les concurrents de Fnac Book, et donc notamment sur l'iPad et sur les Sony Reader. La Fnac veut donc vendre des tablettes mais aussi des bouquins, hein. Elle ne veut pas justement fermer la vente de livres électroniques à sa propre tablette. Alors au niveau du prix, 199 €, un appareil fabriqué par Sagemcom, 2-3 détails techniques, un écran de 6 pouces, 240 grammes, encre électronique, un accéléromètre pour détecter le passage de l'orientation paysage au mode portrait, un lecteur de MP3, 15 jours d'autonomie sur une seule charge, et puis très important, pas besoin d'avoir un abonnement 3G. Grâce à un accord avec SFR, on peut acheter des livres de n'importe où, soit en Wi-Fi, soit en 3G, et donc c'est un gros fil à la patte qui disparaît. Oui, surtout on manquait souvent de livres en français. Et j'espère qu'avec la Fnac, on va rétablir un petit peu l'égalité entre les livres en anglais et les livres en français. Toujours à propos de Windows Phone 7, Eric Boustouler, eBay a dévoilé son application. Alors l'annonce est intervenue dans les heures qui ont suivi l'arrivée commerciale des premiers téléphones. Comme on peut s'y attendre, hein, l'appli permet de suivre les enchères en cours, d'enrichir bien sûr, de vérifier l'activité de son compte. Elle s'appuie notamment sur l'interface panoramique pour naviguer très naturellement d'une activité eBay à l'autre. Alors parmi les raffinements, il y a les notifications en push, hein, donc qui apparaissent à l'écran sans avoir forcément lancé l'application. Notamment, on est prévenu de la clôture imminente des enchères qui nous intéressent. Le tout donc sans quitter l'écran et donc sans lancer l'appli. Alors je vous rappelle quand même qu'eBay, c'est 210 millions d'articles listés, donc potentiellement en vente. L'accès est possible depuis 8 pays dont la France. Et donc c'est une nouvelle déclinaison pour cette appli qui existait déjà sur iPhone, Android et sur BlackBerry. Et puis Pierrick, dernière info, Bouygues Télécom qui lance sa B-Box fibre. Plus de 8 millions de foyers sont concernés. Parmi eux, la moitié peuvent espérer un débit de 100 mégabits par seconde. Alors côté télé, la B-Box fibre offre la haute définition, la 3D, avec l'enregistreur numérique et le contrôle du direct. En attendant l'arrivée au premier trimestre 2011 d'une option multi-TV pour profiter de la fibre et de la télé sur plusieurs téléviseurs. Et il faudra compter 9,90 € de plus par décodeur supplémentaire. Le prix de l'abonnement, 39,90 €. Et si vous voulez en plus 3 heures d'appel vers les mobiles, tous opérateurs confondus, ça vous coûtera 10 € supplémentaires. L'offre sera lancée vraiment de manière officielle et commerciale le 2 novembre. Merci Benjamin. Si vous êtes à Paris cette semaine, ne manquez pas, même dès aujourd'hui, la Paris Game Week, le nouveau grand rendez-vous du jeu vidéo. On le sait, la profession, j'ai assez râlé, a boudé le festival du jeu vidéo à la fin du mois dernier pour mettre le paquet sur ce grand rendez-vous, là aussi au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Les organisateurs espèrent 100 000 personnes, hein, donc beaucoup de monde pour découvrir les jeux de Noël. Il y aura plus de 1000 consoles de jeux, les trois bien sûr, Xbox, PS3 et Wii, pour venir tester des nouveautés, des jeux qui ne sont pas encore sortis. On pourra tester Kinect notamment, le Move. Bref, un show, c'est ce que nous a promis Georges Fornet, le président du CEL. Le Paris Game Week, parce qu'en France, il y a la place pour faire un très grand salon du jeu vidéo, à l'image de ce qui se fait sur d'autres marchés, aux États-Unis, au Japon. Enfin, aux États-Unis, c'est l'E3, c'est un salon B2B pour la profession, mais c'est quand même un grand salon. Au Japon, avec le Tokyo Game Show, et puis surtout en Europe, avec la Gamescom fin août en Allemagne. Or, le marché français est le premier marché d'Europe continentale. La Gamescom attire 250 000 joueurs fin août en Allemagne. Donc je pense qu'il y a la place en fin d'année en France pour faire un très très grand salon. On a l'ambition d'attirer 100 000 personnes, mais très rapidement 200 000 dans les 2-3 années qui viennent. Donc voilà. Le modèle, c'est le mondial de l'auto, quoi. Oui, alors là, il faut mettre les choses, hein. On n'est pas l'industrie automobile et le mondial de l'auto, c'est plus d'1 million de personnes ou 1,5 million, je crois. Donc nous, on démarre. Donc là, on va partir de 100 000, mais effectivement, on a le potentiel pour rapidement, derrière le salon d'auto qui a lieu tous les 2 ans, nous, on veut venir tous les ans, attirer rapidement plus de 200 000 personnes à la porte de Versailles à Paris. L'idée que c'est un salon grand public, c'est là où je voulais en venir.
C'est un salon très grand public, même si évidemment on veut également séduire les joueurs, hein, on ne les oublie pas, mais effectivement aujourd'hui le marché du jeu vidéo c'est bien plus que ce segment de marché qu'on connaissait dans le passé, hein, où le jeu vidéo finalement on voyait ça comme un marché qui était destiné aux plus jeunes, les enfants, on leur vendait ça à Noël. Tout ça c'est fini. Aujourd'hui le joueur il a 33 ans de moyenne d'âge, il y a quasiment 50% de femmes. Il y a plus de 28 millions de joueurs en France et c'est un marché qui en taille passe les 3 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il est supérieur au marché de la musique ou du cinéma en France. L'idée c'est aussi d'avoir un salon où on puisse tester les nouveautés de Noël. Voilà, un salon où on teste toutes les nouveautés, donc toutes les grandes sorties de Noël seront là, Call of Duty, Kinect, le concept de Microsoft, les nouveautés sur Wii, Gran Turismo 5 sur PlayStation et toutes les nouveautés chez les éditeurs tiers. Donc évidemment, c'est un endroit unique pour tester tous ces nouveaux produits. Vous promettez du show, c'est ce qui vous a poussé finalement à abandonner un peu le festival du jeu vidéo qui s'est tenu récemment et qui, côté jeu vidéo, n'avait plus grand chose véritablement d'un festival. Non, mais le festival du jeu vidéo était organisé en dehors du CEL par Jonathan Dumont, c'était un très bel événement, mais qui honnêtement pour nous n'avait pas la dimension qu'on souhaite donner à cet événement national et même international. On pense qu'il y a la place pour un salon international. Et donc on a discuté avec Jonathan Dumont, mais on avait une conception différente, mais je pense que l'année prochaine on sera unifié et que de toute façon la profession est à 100% derrière la Paris Games Week. Et la Paris Games Week va devenir le grand salon français international du jeu vidéo. C'est aussi un show dont l'industrie a besoin aujourd'hui dans une logique un peu de sortie de crise. Oui, vous savez, on parle de crise, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, on est passé de 1 à 3 milliards d'euros en 10 ans. Donc, c'est pour le marché français. Hein. Pour le marché français, oui, au niveau mondial, c'est plus de 50 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est cyclique sur la partie du matériel, le hardware. Donc effectivement, on ne vend pas des gaz industriels où on suit la croissance économique, si vous voulez. Chez nous, ça peut faire plus 10, moins 10 d'une année sur l'autre. Mais ce qui compte, c'est le trend de long terme. Il y avait 10 millions de joueurs en 2000, il y en a quasiment 30 millions aujourd'hui. Il y avait 20% de femmes en 2000, il y en a quasiment 50% aujourd'hui. C'est ces grands trends. Et le jeu vidéo est en train de s'installer comme un pan entier de l'industrie du divertissement, même titre que la musique et le cinéma. Et petit à petit, on s'installe dans la société et on grimpe dans les tranches d'âge. Et aujourd'hui, avec les nouvelles façons de jouer que vous trouvez sur les 3 plateformes, hein, la Wii Remote, le PS Move sur PlayStation et puis le concept Kinect sur Xbox, on est à même de séduire le grand public. Donc on est en train de partir du cœur de cible et d'élargir vers le grand public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de ce contact avec ce grand public à Paris en fin d'année. Voilà, on pourra donc tester, je le disais, Kinect au Paris Game Week, il y a aussi le PlayStation Move, vous savez, cette manette de jeu en forme de télécommande avec là aussi une reconnaissance de mouvement, c'est un peu comme la Wiimote. Georges Fornet, qui est aussi le patron de Sony Computer Entertainment Europe en clair, le monsieur PS3, eh bien, il a évoqué le succès du PS Move en Europe. Le PlayStation Move a démarré très fort, tellement fort qu'on est un peu en rupture et s'en excuse auprès des consommateurs, mais ça devrait rapidement rentrer dans l'ordre, en tout cas avant Noël. Il y a vraiment un public qui attendait aussi ça, notamment ceux qui avaient déjà la PS3 n'avaient pas la Wii. Oui, bien sûr, il y a une demande pour de nouvelles façons de jouer. C'est un élargissement du marché. Hein. Il faut trouver en permanence de l'innovation pour séduire la clientèle de joueurs qui demande toujours de nouvelles expériences ou de nouvelles façons de s'immerger dans le jeu. Hein. C'est la notion d'immersion, c'est comment on rentre dans un jeu et comment on le vit. Donc c'est à nous à chaque fois d'innover régulièrement et c'est ce qu'on fait notamment cette année avec ces nouveaux concepts. Vous en avez vendu combien? Vous pouvez pas le dire? PlayStation Move en France, on a vendu à peu près 50 000 unités sur les 4 premiers jours. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Outre le Move qu'on pourra donc tester au Paris Game Week, hein, il y aura 1000 consoles en tout chez les 3 constructeurs. Et donc forcément la PS3 et le Move. Qu'est-ce que vous, chez Sony, vous allez présenter lors de ce salon? Chez Sony, notamment le gros blockbuster qui tombe bien en termes de timing, c'est le lancement de Gran Turismo 5. Vous savez, vraiment le plus grand jeu de course automobile sur console. Vous n'y croyez plus? Le 3 novembre, vous n'y croyez plus, mais maintenant il est là. Le 3 novembre, donc vous voyez, quelques jours, donc ça sera vraiment la phase unique. Vous pourrez découvrir le jeu et notamment de manière un peu exclusive, puisque Sébastien Loeb, vous savez qu'on soutient depuis plus d'une dizaine d'années, on l'a découvert quand il n'était pas connu.
sera là le 28 après-midi avec Kazunori Yamauchi, le patron du studio. C'est la première fois en France qu'il viendra au contact du consommateur français avec Sébastien Loeb pour présenter en avant-première Gran Turismo 5 en 3D. Vous savez qu'aussi on innove sur la partie technique, donc en 3 dimensions avec les lunettes. Et puis évidemment d'autres jeux, tous les nouveaux jeux sur Move, notamment les jeux qui vont sortir même après Noël, notamment Killzone 3 pour les gamers, donc qui associe le Move et la 3D. Ça va être quelque chose. Ah oui, c'est absolument bluffant. Le mixage entre la technologie Move, donc nouvelle façon de jouer, et la 3D, là vous arrivez à une nouvelle expérience de jeu tout à fait unique. Et puis Little Big Planet 2, Sorcery sur Move, enfin bon, on a une quinzaine de jeux, quoi. Un dernier mot, vous avez été surpris ou en tout cas ravi du succès d'Heavy Rain? Oui, absolument comblé, et on y tenait particulièrement parce que chez Sony, donc, on avait pris la décision de financer ce projet très important, hein, plusieurs dizaines de millions d'euros, et donc de le faire avec ce studio. Et donc ça nous tenait particulièrement à cœur que ce soit un grand succès et qu'on passe le million d'unités vendues, et de voir que ça a été un succès mondial. Donc ça, c'est un très bon point pour l'industrie française, hein. On espère renouveler, d'ailleurs on a des projets pour continuer avec nos amis. Voilà, ça marche bien en Europe, hein, ça rigole comme on dit. En revanche, j'ai lu sur jeuxvideo.com qu'aux États-Unis, ça rigole moins. Pour Sony, selon un cabinet, le Move ne se serait écoulé qu'à 300 000 exemplaires. C'est 5 fois moins qu'en Europe. Et puis, dans l'interview, Benjamin, tu as pu écouter, c'est une interview qui a été faite, il faut le savoir, il y a de ça déjà quelques jours. Et à l'époque, on n'avait pas encore annoncé le nouveau report de Gran Turismo 5. C'est pour ça, Georges Fournet nous parlait de la date du 3. Malheureusement, il faudra être encore un peu plus patient que ça. Mais c'est sûr, un jour, il arrivera, hein, le GT5. Un jour. À noter aussi que les ventes de jeux vidéo musicaux commencent à s'effriter, c'est un petit peu nouveau. Guitar Hero Warriors of Rock ne se serait vendu en un mois qu'à 100 000 exemplaires. En un mois, donc 5 fois moins que pour la sortie de Guitar Hero 5. On peut pas, j'imagine qu'il est trop tôt, hein, pour parler d'un fin d'effet de mode, peut-être des fins de mois douloureuses plutôt. Dans 2 semaines, en tout cas, Technologique reviendra d'ailleurs sur DJ Hero 2, autre jeu musical, avec le test et l'interview de Mouloud Achour, vous savez, de Canal+, qui a testé et qui fait surtout le tutoriel de DJ Hero 2. Benji, justement, l'interview du Techno VIP, un joueur de foot, justement il joue au PSG. Est-ce qu'il était là l'autre soir pour tester Kinect avec vous? Il y avait toute l'équipe, donc je ne l'ai pas vu personnellement, mais il doit parler maintenant de Kinect en bon terme à mon avis. Là, l'interview était faite aussi un petit peu avant. On a parlé effectivement avec lui de jeux vidéo, mais plus des jeux vidéo avec les mains plus qu'avec les pieds, les jeux vidéo de foot, puisque il va lancer le Manifoot, et notamment à la Paris Game Week, vous aurez l'occasion de jouer contre lui et contre d'autres joueurs de foot et d'autres stars, dont Mouloud Achour, il sera là également. Il est partout. Il est partout. Et donc Manifoot, c'est le pied ou c'est plutôt la main, comme Peggy l'a expliqué à Technologique il y a quelques jours. En fait, le Manifoot, c'est la pratique régulière de jeux vidéo de football, en fait, tout simplement. C'est la discipline qui encadre le fait de jouer régulièrement aux jeux de jeux vidéo de football. Ça veut dire qu'on n'utilise non plus les pieds, mais les mains. Exactement, c'est-à-dire qu'on utilise les mains pour jouer au football, d'où Manifoot. C'est pas un hommage à Thierry Henry, enfin je plaisante. Non, pas du tout. Vous-même, vous êtes un joueur de jeux vidéo, j'imagine. Manifoot, ça va être un des grands moments du Paris Game Week qui aura lieu à la fin du mois d'octobre pendant les vacances de la Toussaint. Oui, ça va être un grand moment parce que ça va être un grand événement organisé autour justement du Manifoot et du fait de comparer les compétences des joueurs qui seront des joueurs de Manifoot et de voir et de les mesurer au réel professionnel pour voir qui en gros est le plus apte à être un grand joueur de Manifoot. Même si les professionnels pour l'occasion se transformeront en joueurs de Manifoot également. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver sur la grande scène pendant le salon avec une manette en main contre des joueurs lambda. Exactement.
Vous avez réussi à amener quelques copains avec vous justement de joueurs professionnels qui viendront se mesurer en public? Ils sont ravis d'y participer et oui j'ai réussi à ramener quelques-uns qui sont emballés par la manifestation et qui seront là avec plaisir sous réserve qu'il n'y ait pas empêchement d'entraînement ou quoi que ce soit. Pour l'instant vous avez qui? Pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs que j'ai contactés, ce serait difficile, ce serait trop long de vous citer toute la liste, mais je peux vous citer des gens comme Samir Nasri, Bakary Sagna, Loïc Rémy, Edouard Cissé, après mes coéquipiers du PSG, mais ça coule de source. Et justement, on joue beaucoup au PSG, pas seulement sur le terrain, mais aussi autour de la console. On joue beaucoup, ouais, on joue beaucoup à la console bien sûr. Il y a des mordus de console et des mordus de jeux de foot au PSG, donc j'ai trouvé aussi un bon terrain d'entraînement. Ouais, qui justement vous jouez avec qui? J'ai eu l'impression que Ludovic Giuli par exemple, c'est pas le dernier. Hein. Ludovic joue beaucoup, Guillaume forcément, Waro joue beaucoup, Christophe Jallet. Ce serait trop long de donner toute la liste parce que je pense même que d'autres jouent contre qui je n'ai jamais joué. C'est qui le meilleur? Le meilleur? Je pense que le meilleur c'est Guillaume. Guillaume Waro. Je pense que c'est lui. Ouais, c'est une des figures de prix de pro du jeu FIFA justement, hein. Il est sur la jaquette. Hein. Exactement. Ça vous fait envie ça? D'être sur la jaquette? Ouais. Non, ce qui me ferait envie, ce serait d'avoir une belle affiche de tous ces joueurs et de tous ces amis que je vais inviter justement pour participer à la grande fête du Paris Games Week et bien représenter le Manifoot. Vous êtes plutôt PES ou FIFA vous? Je suis plutôt Manifoot. On disait souvent au football qu'il y avait ceux qui jouent aux cartes et puis ceux qui jouent aux jeux vidéo. On arrive à avoir toutes les générations autour de la console maintenant? Oui, parce que on joue aux deux. Vous savez, il y a des périodes comme ça. Tout le monde on est tous un petit peu des férus de poker. Donc pendant un moment, on joue au poker. Après, on joue au jeu. On arrive à se partager. Manifoot, comment est venue l'idée? L'idée, elle est venue avec mon acolyte ici présent, Carlos Bejarano. Elle est venue, elle a germé comme ça du fait que ce serait bien d'associer la pratique du jeu vidéo de football avec justement un nom fort dans lequel les gens pourraient se reconnaître et pourraient justement identifier facilement et justement remettre à sa juste valeur et à sa place justement la pratique du jeu de vidéo de foot par des fans, par des passionnés et qui puissent à un moment donné de leur vie, s'ils en ont vraiment les compétences, vivre essentiellement de ça. C'est vraiment l'idée du Manifoot. L'idée c'est qu'on puisse avoir des professionnels du jeu de foot? L'idée c'est d'avoir des professionnels du jeu de foot au même titre que les professionnels du football. On a des professionnels et des amateurs qui font tout pour devenir professionnels. Donc l'idée c'est ça, ça s'articule autour de ça, d'avoir des amateurs qui rêvent d'un jour d'être professionnels et qui s'entraînent et qui font tout pour le devenir. C'est-à-dire des compétitions avec des prix, c'est ça? Qu'est-ce qu'on pourra gagner par exemple au Paris Game Week? Au Paris Game Week, ce sera essentiellement des lots, des consoles, des choses comme ça. On va s'arranger pour le dire très, très vite sur notre site internet qui est le www.manifoot.com. Vous saurez tout par le biais du site. Après, on ne versera pas de somme d'argent puisque c'est un accord qu'on a avec le Paris Games Week, puisque c'est une fête, elle est assez ludique. Donc pour le Paris Games Week, on donnera essentiellement des lots. Vous savez les Français sont pas manchots aux jeux vidéo de foot. On a un Français champion du monde au dernier World Series qui ont eu lieu à Paris. Il a 13 ans. Et c'est un franco-portugais qui vient de remporter justement le championnat aussi sur PES. Oui, on a beaucoup de bons joueurs. J'en ai entendu parler puisqu'il avait été invité à l'avant-première de FIFA 11. Donc oui, on suit ça de très près. Il y a aussi l'année dernière un joueur français également qui avait gagné la FIWC. Donc on se renseigne par rapport à tout ça et on sait qu'on a un terreau assez fertile en talent. Donc il faut l'exploiter à fond. De toute façon, la MIA qui est donc la fédération internationale du Manifoot sera présente et a ambition d'être présente dans le monde entier. Donc il faut bien commencer chez soi. Donc on va bien commencer au Paris Games Week. Vous jouez à d'autres jeux que des jeux de foot?
Je jouais à d'autres jeux que des jeux de foot, mais franchement, depuis un certain temps, c'est un peu plus compliqué de jouer à la console parce que ma femme a enfermé la console vidéo dans une valise et elle a caché la clé. Mais maintenant, j'ai de la chance de connaître Georges Fornet qui pourra m'offrir une nouvelle console. Vous, quand vous partez en déplacement, vous avez quoi dans votre sac comme outil high-tech? Comme outil high-tech, un iPad, un ordinateur portable, mon BlackBerry. Putain, je fais que de citer des marques là, c'est pas bon. C'est à peu près tout. C'est important pour vous de rester connecté comme ça aussi avec le monde, avec tous ces outils? Ouais, c'est très important. J'ai beaucoup de mal à être déconnecté. Voilà, vous pourrez tenter votre chance et défier quelques vedettes. Toi, tu vas y aller, Benjamin ? À la Paris Games Week. Oui, tu vas essayer de passer. Moi, je suis en vacances, malheureusement. Oui, je vais y aller. Tu sais, il y a une grande soirée, donc on va essayer d'y passer. Et puis, j'espère que la prochaine fois, les grandes stars de la télé, tu en feras partie. Toi aussi, pour affronter les gamers de tous horizons pour ces jeux de foot, et notamment donc FIFA 11 et PES, les deux grands jeux qui sont sortis il y a de ça maintenant un peu plus d'un mois. J'irai avec mes badges TMC ou la chaîne parlementaire. Eric Boustouler, merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. On a beaucoup parlé de Kinect, de Windows Mobile 7, on était là pour ça bien sûr, mais Microsoft que vous présidez en France a aussi créé la surprise. J'ai vraiment envie de parler de surprise il y a quelques jours, parce que moi je ne m'y attendais pas. C'est cet accord avec la Bibliothèque nationale de France, alors pas pour la numérisation, c'est des livres, c'est vraiment difficile à dire, mais autour de Bing, et là je veux dire, on ne vous a pas vu venir. En fait, on a une conversation qui dure depuis quelques années avec la Bibliothèque nationale de France, et petit à petit on a compris en fait quel pouvait être le rôle de chacun, dans un accord non exclusif, mais où chacun jouait son rôle. Nous, le rôle de celui qui peut donner accès à la connaissance au plus grand nombre, utilisant tous nos services et Bing en particulier, et puis la BNF de son côté, numérisant les livres. Voilà. Donc nous, on ne veut pas être un partenaire de la numérisation, on veut être un partenaire clairement qui va donner accès au plus grand nombre à la culture et aux œuvres de la BNF. Et voilà, donc on a trouvé à un moment donné un bon accord. On ne cherchait pas à créer la surprise, on cherchait simplement à rendre public quelque chose qui nous paraît très 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 important et qui va nous permettre aussi de montrer comment on imagine Bing. Bing, on l'imagine aussi comme un moteur de recherche qui sera d'ailleurs officiellement lancé en France, je pense au premier trimestre 2011. Et l'idée, c'est vraiment de le faire avec des partenaires également, des partenaires de contenu. La BNF est un bon exemple, mais il y aura d'autres exemples. Donc, si jamais vous n'êtes pas prêt à la surprise, préparez-vous à de nouvelles surprises. Ah, mais par exemple, quels sont les grands... c'est pas des fournisseurs de contenu, on ne peut pas les appeler comme ça, mais les grands partenaires qui vous font rêver, qui vous font envie en France? Sans les citer, parce que je ne voudrais pas dévoiler les secrets qui encore nous animent, mais ce qui est certain, c'est d'abord... Microsoft est un ayant droit, c'est-à-dire qu'on connaît depuis toujours ce qu'est la propriété intellectuelle, parce que nous-mêmes, nous créons du contenu, ce sont des logiciels. Donc on sait ce qu'est la propriété intellectuelle et contrairement à d'autres acteurs de l'Internet, on souhaite protéger cette propriété intellectuelle et on souhaite surtout respecter celle des autres. Et si jamais on veut en disposer, on l'achète, ou lorsqu'on la monétise, on partage les revenus de cette monétisation. En gros, on ne siphonne pas l'information sur Internet pour la monétiser à notre propre profit. Voyez, Bing partage. Dans les dents de Google, j'ai envie de dire. Voilà. Non, c'est encore une fois une alternative au marché, mais une alternative responsable, une alternative équilibrée et une alternative qui cherche des associations avec des partenaires. La BNF en fait partie, mais il y en aura d'autres. Les grands détenteurs de contenu, vous les connaissez vous-même, vous êtes des créateurs de contenu. Absolument. Bon, à une plus petite échelle que la BNF, Eric, mais un jour aussi, ça arrivera sans doute. Pour rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure Sofiane, moi j'ai un peu le sentiment, je pense que Benjamin ne sera pas d'accord avec moi, qu'aujourd'hui Microsoft a cassé son image de méchant. Alors, au détriment de Google qui est jugé un peu plus intrusif, d'Apple qui a tendance à se fermer de plus en plus, Sofiane le disait, ça doit faire plaisir quand même de ne plus être le grand méchant loup. Une de nos valeurs, vous savez, qu'on décrypte peut-être quand on vous écoute, c'est la remise en question.
on est une entreprise qui en permanence, parfois c'est fatigant, cherche à faire mieux et on écoute beaucoup. Donc on a écouté aussi sur nos logiciels, sur nos services, sur parfois nos comportements, on a écouté que c'était pas toujours parfait, que c'était pas toujours bien. Et donc on corrige par rapport à ça. Et notre objectif, clairement, c'est de continuer dans cette logique-là. Je le disais un peu plus tôt, rien n'est jamais acquis. Et donc on est dans un processus constant d'amélioration. Et puis si le résultat de tout ça, c'est qu'on est plus sympa, qu'on est plus ouvert, qu'on a des expériences beaucoup plus cool, nous on est ravis. J'ai quand même une dernière question dans le prolongement de ta question, Pierrick. Microsoft a tourné la page Bill Gates, même si Bill Gates a toujours ses entrées dans la maison, évidemment. Il va pas retirer son badge. Il peut toujours aller à la cantine. Mais on a l'impression que vous avez relativement bien négocié ce virage symboliquement très important. Beaucoup de gens ont du mal à imaginer Apple sans Steve Jobs, par exemple. Comment est-ce que vous avez vécu cette transition et est-ce qu'aujourd'hui, Microsoft, on va dire, est entré dans une autre phase de sa vie sans Bill Gates? Bon, il faut aussi considérer que Bill est toujours président du conseil d'administration, donc il veille au grain, malgré tout, même s'il consacre une très très grande partie de sa vie à sa fondation. Et il court le monde pour sauver à la fois des vies, pour trouver des nouveaux modèles dans le domaine de la santé, de l'éducation. Mais il est toujours chez Microsoft d'une certaine manière. Le deuxième point, c'est bien, moi je trouve, c'est bien qu'une entreprise ne dépende pas que d'un homme, mais que Bill, au fur et à mesure des années, ait pu s'entourer de personnes de grand talent. Steve Ballmer en fait partie, et de nombreux autres qu'on connaît moins, mais qui sont des vrais talents. Et moi qui suis chez Microsoft maintenant depuis une toute petite dizaine d'années, j'ai connu Microsoft comme partenaire, je le connais comme utilisateur, je le connais maintenant plus de l'intérieur. C'est une entreprise, franchement, où on est poussé dans ses retranchements tous les jours parce qu'on rencontre des gens qui vous développent, qui vous épanouissent. Moi, j'ai rencontré des gens de très grand talent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que chez Microsoft des gens de grand talent, mais c'est une entreprise où il y a vraiment une richesse, une diversité qui vous permettent de vraiment toucher de nouvelles frontières. Et donc, Bill a su faire ça, probablement. Steve est en train de le faire. Et oui, une entreprise, elle passe certaines différentes étapes. Microsoft est dans une autre étape aujourd'hui, conduisant un certain nombre de révolutions. Vous voyez, on parlait de Kinect, c'est une vraie révolution. On a inventé un nouveau truc. Voilà, il y a de nouveaux talents qui sont en train de rénover, de revisiter, de réinventer Microsoft en permanence. Et la prochaine révolution, c'est quoi, justement ? Je pense qu'avec les interfaces naturelles, on a la reconnaissance vocale, mais le sans geste, le sans manette, qui est aujourd'hui dans le domaine du divertissement, je pense qu'on a là des nouveaux horizons dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. On a des choses... et puis, il ne faut jamais oublier, c'est qu'avec le logiciel, il n'y a pas de limite. On va continuer à inventer dans les années à venir. Mais ce qui est fabuleux avec le numérique, quand même, il faut qu'on soit toujours sur une note très positive, et on n'a pas le choix quand on parle de numérique, c'est qu'à travers l'invention, l'innovation qu'il génère, c'est plus d'emplois, c'est plus de richesse, c'est plus de santé, c'est de la croissance, et ça au niveau mondial. Et notre pays, la France, a tous les atouts pour être un des grands acteurs du numérique. Je le dis tous les jours et je le dis solennellement encore ce soir. Ça me permet, puisque j'ai le micro, je pourrais quand même souhaiter bonne chance à Technologie, qui en était ravi. J'étais ravi, moi, de participer à la première. Donc, c'est la 4e. Oui, mais sur le lancement du site, j'étais en train de dire. Absolument. Sur l'envol. Exactement. C'est sur le 2e étage de la fusée, donc j'étais content de participer à cette émission. Et si on peut continuer à vous donner les coups de main, on sera ravis, parce que l'ambiance est vraiment très chaleureuse. Et donc, on y passe un bon moment. Merci. Et merci de votre accueil dans cet endroit absolument fabuleux qui est donc le Loft Explorer au 8e étage. Moi, c'est bien simple, tu peux remballer, moi je reste ici. Ok, Pierrick. Merci beaucoup. Merci à vos équipes aussi, Eric, qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris plein de choses sur Windows, sur les Windows Phone, sur Windows Mobile 7, sur Kinect, sur Office, sur toute votre actualité. À très bientôt, Eric Boustouler. À bientôt. Et Pierrick, à très bientôt sur Technologique, et à dans 15 jours pour une nouvelle émission.